Bonjour à tous, ce chapitre va concerner l'Europe. L'Europe, il va y avoir beaucoup de choses à en dire. L'Europe est avant tout une déesse, c'est une personne. On va faire un peu de mythologie. C'est une déesse phénicienne dans la mythologie grecque. Elle attire en fait l'intérêt de Zeus, le chef de l'Olympe. Alors la jeune femme sortait d'un rêve étrange dans lequel deux continents tentent de la séduire. Elle prend pas garde à son rêve, elle va cueillir des fleurs. Zeus, qui essaie d'échapper aux jalousies de sa femme, approche la belle en toute discrétion et trouve l'idée habile de se métamorphoser en taureau. Il la charme, elle grimpe sur son dos, et il part donc avec elle à travers l'océan, on dit que je crois qu'il marche sur l'eau, vers un nouveau continent. Ici, c'est déjà intéressant dans un premier temps de voir que la fusion Europe-Amérique à travers le TAFTA, qui est débattue, ressemble étrangement à cette fusion entre l'Europe et l'Amérique d'un point de vue mythologique, puisque vous avez à Wall Street un taureau, une belle sculpture qui, je crois, évoque le dynamisme américain des marchés, l'agressivité, bref. Ici, vous avez donc cette Europe qui est à dos de taureau, c'est assez dingue. Vous avez d'ailleurs donc cette sculpture très bien représentée également à Bruxelles. On voit Europe clairement à l'entrée du bâtiment sur le dos du taureau. Elle est également présente sur les pièces grecques de 2 euros. Voilà. Alors de cette union naîtra un fils qu'elle nommera Minos. Minos sera quand même le juge des enfers. C'est pas rien. Alors fondamentalement, dans l'idée, qui est le juge des enfers? On va estimer que c'est Satan. Bibliquement, on le verra dans d'autres chapitres, je présume que l'Antéchrist viendra de l'Europe. Alors c'est intéressant que de cette union Europe-Amérique naîtra finalement l'Antéchrist. Voilà. Par ailleurs, ce qui peut attirer assez vite l'attention, on a plusieurs questions autour de l'Apocalypse, qui circulent pas mal d'ailleurs sur Internet. L'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, il décrit la grande prostituée de Babylone en disant ainsi « Je vis une femme assise sur une bête ». Et il précise aussi que la grande prostituée est vêtue de pourpre. Dans un poème de Moschos, qui vivait au IIIe siècle à Alexandrie, il décrivait Europe comme vêtue de pourpre. Ça aussi, c'est assez intriguant. Bon, intégrons maintenant les notions un peu plus politiques, mais vous verrez que la mythologie est omniprésente dans toutes ces recherches de toute façon. Et la religion. Alors, est-ce que vous connaissez cette phrase, en fait assez célèbre, l'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Eh bien, c'est une phrase de Robert Schuman. Et cette phrase, en l'occurrence, vous la retrouverez sur, en général, quasiment l'ensemble de vos chéquiers, dans toutes les banques. Si vous regardez à la loupe, si vous avez des bons yeux et une bonne loupe, toutes les lignes de vos chéquiers, vraiment à éplucher au microscope, ne sont pas des lignes, mais des phrases en fait, très serrées, avec des lettres très serrées. Et cette phrase, c'est celle que je viens de citer. Alors, de qui provient cette phrase? Eh bien, je ne vais pas tellement m'étendre sur le sujet, puisque je considère qu'il y a beaucoup d'informations déjà existantes. Mais en fait, cette phrase provient de Robert Schuman, qui est l'un des deux fondateurs de l'Union européenne. Alors, je dis souvent qu'il y a le créateur, qui est Kalergi, et puis il y a les deux fondateurs, qui sont donc Robert Schuman et Jean Monnet. Alors c'est tout à fait officiel, ce n'est pas un complot ce que je vais dire, ça a été déclassifié par le gouvernement américain. Ces deux hommes sont des agents doubles, ils travaillaient pour la CIA. C'est-à-dire que les deux fondateurs de l'Union européenne n'ont jamais fondé l'Union européenne pour les peuples européens, mais pour l'Amérique.
Donc ce n'est pas une alternative, ce n'est pas une concurrente à l'Amérique, l'Europe. C'est vraiment un projet institué, infusé par l'esprit américain. Voilà, donc vous retrouverez tout ça sur les liens que je vous indique. Par ailleurs, si on fait un petit détour au siège de ce Parlement européen, l'architecture est tout à fait intéressante. Alors si vous vous rappelez de cet amour qu'ont la franc-maçonnerie et toutes ces sectes un peu superstitieuses pour l'architecture, il est intéressant de voir que le bâtiment européen, alors déjà vu du ciel, a un second bâtiment qui ressemble très très fortement à une pyramide. Et vous vous rappelez de cette fameuse pyramide qui est présente sur la Déclaration des droits de l'homme et sur le billet du dollar, qui est évidemment le symbole Illuminati franc-maçon. Et c'est très intéressant de voir donc cette pyramide couchée sur son flanc avec une pastille, si on veut, une cavité qui pourrait représenter tout à fait un œil au sommet de cette pyramide. Par ailleurs, le nouveau logo du Conseil européen, que vous voyez ici, le Concilium, a changé et est devenu depuis très peu de temps un œil. Donc le logo a changé il y a quelques années et c'est intéressant aussi de voir qu'il reprend cette thématique de l'œil tout voyant. Et on revient à cette fondation du bâtiment. Alors le bâtiment, donc ici que vous voyez dans cette structure en forme ronde, qui est en dessous de la pyramide, a repris en fait la forme de la tour de Babylone. C'est quand même pas rien. Ici vous avez ce tableau de Peter Bruegel du XVIe siècle, et on voit très bien cette fondation légèrement dégradée sur le côté, avec cette grande tour de Babylone. C'est tout à fait officiel, puisque sur les affiches de l'Union européenne, vous aviez des publicités avec la tour de Babel, rien que ça. Et vous aviez donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alors là il n'y a que 10 étoiles, bon, c'était probablement parce que je pensais à l'Europe des 12 du début, mais vous aviez donc toutes ces étoiles qui représentaient donc l'Union européenne, et elles sont sur cette affiche avec la pointe vers le bas. Alors, une étoile avec la pointe vers le bas, ça s'appelle un pentagramme. Ok. Qu'est-ce qu'un pentagramme? C'est une étoile satanique, bien sûr. Et on voit donc bien aussi en dessous ce slogan « Europe, many tongues, one voice », c'est-à-dire l'Europe, plusieurs langues, une seule voix. Et cette notion d'unité d'un grand pays, d'une vaste étendue avec une seule langue, c'est quelque chose vraiment qui est attrait à Babylone. Alors on va faire un peu d'histoire aussi. Alors, qu'est-ce que Babylone? Je vais vraiment vous la présenter comme c'est quelque chose de très mystique ou religieux, à travers des écrits bibliques justement. Alors, à cette époque, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis le soleil levant, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar et s'y établirent. Ils se dirent les uns aux autres « Allons, construisons une ville et une tour dont le sommet ira jusqu'au ciel. Notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. » Dans la Genèse, c'est un mythe qui est vraiment fondateur, un pilier les grandes religions que l'on connaît, l'islam, le judaïsme et le christianisme. Alors je vous donne quelques illustrations. C'était on va dire le gouvernement mondial de cette époque. C'était vraiment la grande puissance avec une seule langue et une seule grande civilisation développée. On continue. L'Éternel descendit du ciel pour voir la tour et la ville que les hommes construisaient. Alors il se dit, voilà qu'ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, quel que soit leur projet qu'ils réaliseront, rien ne les empêchera de les réaliser.
Eh bien descendons, et brouillons leur langage, qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et l'Éternel les dissémina loin de là, sur toute la terre. Ils cessèrent donc la construction de la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, ce qui veut dire confondre, troubler, parce que de là, l'Éternel avait confondu le langage des hommes sur toute la terre, et c'est à partir de là qu'ils se sont dispersés. Très clairement, c'est une ville et une tour qui ont été châtiées, punies, réprimées. Et à partir de là sont nées toutes les cultures, toutes les langues, et si l'on veut, toutes les races, toutes les différences à travers vraiment une planète à la fois harmonieuse et très différente. Voilà donc ce qui a été entrepris d'un point de vue religieux, si l'on veut, par Dieu. Il s'ensuivra donc l'arrêt de la construction de la tour, la fin de la concentration des langues, ainsi que celle des pouvoirs politiques et économiques en un même lieu, autour de cette tour et de cette assemblée plus ou moins politique. Et il s'ensuit donc le démarrage des nations, de la diversité des langues et des individus. Plus tard, bien sûr, sera réservée donc la pierre tombale de Babylone dans Isaïe. Et l'on voit Isaïe qui dit donc « Tous ceux que l'on trouvera seront transpercés, et tous ceux que l'on attrapera tomberont sous les coups de l'épée. Leurs enfants seront écrasés. Sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées, et leurs femmes seront violées. Voici que je réveille contre eux les Médès. Ils ne s'intéressent pas à l'argent et ne désirent pas l'or. De leurs arcs, ils abattront les jeunes garçons, ils n'auront aucune compassion pour les nouveau-nés. Leur regard sera sans pitié pour leurs enfants. Alors Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Babyloniens, connaîtra la catastrophe dont Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe. Voilà, ça vous donne une idée du destin de cette Union européenne, de cette Babylone qu'ils essaient de bâtir. En fait, ici, ce qui est très mal considéré, c'est l'orgueil des hommes de vouloir être tout-puissants, de vouloir créer une tour qui monte jusqu'au ciel, et de vouloir se passer de Dieu, en fait. Et on va poursuivre, parce qu'il y a beaucoup de violence à travers cette notion antique. Isaïe dira donc « Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera point sa tente, et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. Babylone sera un monceau de ruines, un repère de chacals, un objet de désolation et de moquerie. Il n'y aura plus d'habitants. » Donc il précise bien, hein, plus jamais. Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras « Hé, roi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Les larges murs de Babylone seront démantelés, ses hautes portes seront la proie des flammes, les peuples travaillent pour rien, les nations se fatiguent pour ce qui périt par le feu. À cause de l'indignation de l'Éternel, alors là c'est Jérémie que je cite, elle ne sera plus habitée, elle ne sera plus qu'un désert. Tous ceux qui passeront près de Babylone seront consternés et siffleront à la vue de toutes ces blessures. Je voudrais quand même vous montrer Babylone aujourd'hui, qui existe encore, qui est en Irak, et qui est un assemblage de ruines, et ça fait plus de 2500 ans que Babylone est ainsi un village archéologique de ruines, et qu'elle n'a jamais été rebâtie. Quoique, est-ce que certains ont tenté de s'opposer à cette volonté? Eh bien oui, pas mal. On va citer 2 exemples. Il y a eu Alexandre le Grand, qui, après avoir conquis le monde, décida d'ouvrir une route commerciale maritime jusqu'à Babylone et d'en faire le quartier général de son empire mondial. Donc c'était au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il fut saisi d'une fièvre et mourut sur place une dizaine de jours plus tard. Incroyable, non? Alors, j'en ai peut-être déjà parlé, j'en reparlerai souvent. On dit que chez les chrétiens, on dit que le péché entraîne la mort.
Qu'est-ce que ça veut dire péché, si vous voulez, cette étymologie, cette notion du péché? Le péché, ça veut dire rater le but. Voilà, et donc on dit que rater le but entraîne la mort. Pour le coup, Dieu disait, si vous voulez, qu'il ne faut plus jamais bâtir Babylone, et ceux qui ont raté le but mourraient. Alexandre le Grand. Il y en a eu d'autres, mais le plus récent, il y a eu en 2003, et oui, Saddam Hussein, Saddam Hussein en Irak, qui avait décidé de rebâtir Babylone. Alors vous voyez quelques photos. Et évidemment, comme par hasard, Saddam Hussein a été renversé. Et puis bon, il a mal terminé, on est d'accord. Donc voilà ce qui se passe quand on rate le but et quand on essaie de s'opposer à des écrits qui ont été prophétisés et qui n'ont jamais, ils n'ont jamais donné tort à cette parole qu'on peut considérer divine. En tout cas, c'est assez fou d'un point de vue historique quand même. Parce que qui aurait parié sur Dubaï il y a quelques années? Ou quand on voit le développement de la Chine. Donc il y avait quand même peu de chances qu'il n'y ait pas de nouveau une ville et très moderne. Alors, si vous souhaitez mon avis personnel, j'ai tendance à penser, je vais en parler dans ma conclusion, que cette architecture babylonienne qu'ils ont voulu pour le Parlement européen n'est pas tout à fait le fruit du hasard, puisqu'ils ont projeté que l'Europe allait tomber, je pense. Donc voilà pourquoi ils ont choisi notamment cette idée de Babylone. Même si il faut comprendre que la gouvernance mondiale, que ce gouvernement mondial, c'est clairement cette utopie babylonienne qu'ils ont dans la tête. Donc nous avons vu les pères fondateurs de l'Europe, le mythe babylonien qu'ils reconstruisent, et cet échec récurrent qui a lieu dans ce cas-là. Et voyons à présent ce qu'ils visent pour l'Europe. Alors, nous avions vu les fondateurs, voici le créateur de l'Union, c'est-à-dire celui qui a été un des premiers à avoir cette idée, bien avant Schuman et Monet. C'est un peu son dieu créateur. Il s'appelle, donc c'était un comte, c'est le comte Richard Coudenhove-Kalergi. C'était un politicien et philosophe austro-hongrois qui est devenu par la suite français en 1939. Il est né à Tokyo, son père était un diplomate austro-hongrois et sa mère une aristocrate japonaise, Mitsuko Aoyama. C'est assez connu, d'ailleurs vous pouvez la retrouver facilement sur internet. Alors, il y a une importance dans la génétique, dans ces familles. Ici, on retrace les racines du comte jusqu'à Constantinople, où l'on retrouve les premiers membres de sa famille, d'illustres descendants de l'empereur byzantin Phocas. D'ailleurs, certains de ses ascendants apparaissent aussi sur la cour de Marie-Antoinette. Donc, on en reparlera dans le chapitre généalogie. Alors, c'était l'adepte de l'idée d'un nouvel ordre européen, et il publiera de nombreux articles sur le sujet. En 1923 paraît le livre Pan-Europa, qui est inspiré finalement du panaméricanisme, dans lequel il souhaite les États-Unis d'Europe. Alors, ici, il y fait tomber tout amour patriotique et sentiment national. Finalement, c'était un apatride, puisqu'il était international lui-même. Et il voit alors une Europe multiethnique, sans frontières, et évoque la Grande-Bretagne, là c'est intéressant, évoque la Grande-Bretagne comme une partie du tout, bien qu'ayant maintenu quand même une indépendance politique, une autonomie. En 1926 se réunit donc son premier congrès pan-européen à Vienne. Il va y rassembler quand même tout de même 2000 participants. Donc une quantité d'intellectuels lui apporte son soutien. Leur soutien. L'Union pan-européenne sera fondée donc sur les idées de Kalergi et sur cette idée de mise en commun des ressources minières allemandes et françaises. Bon, elle prendra vie qu'après la Seconde Guerre mondiale. Kalergi présentera également pour hymne européen l'Ode à la joie, donc la 9e symphonie de Beethoven, qui est devenue depuis l'hymne officiel. Donc c'était véritablement lui
qui a lancé à la fois l'Europe, l'idée et l'hymne européenne. En 1947, il fonda Hallstatt, l'Union parlementaire européenne, qui aidera à créer en 1949, par le traité de Londres, le Conseil de l'Europe. Le Conseil comprend 47 membres, donc davantage que les pays de l'Union, et il est toujours en place à Strasbourg, à proximité immédiate du Parlement européen. Et pour en revenir à la Grande-Bretagne, effectivement, il la défend tel qu'un partenaire privilégié, servant d'une passerelle, une zone de tampon entre l'Europe et l'Amérique. Et le Royaume-Uni vivrait ici comme un pont entre deux continents. Il décrit aussi l'abolition des douanes et l'émergence d'un marché de libre concurrence qui est censé, en théorie, dévaluer les prix. À présent, nous allons entrer dans une zone à forte turbulence, donc attachez votre ceinture. Il publia un second essai en 1925 qui est bien moins célèbre, et pour cause. Dans son œuvre Praktischer Idealismus, Kalergi décrit ainsi: l'homme du futur sera le produit de différentes races. Les races et classes d'aujourd'hui disparaîtront progressivement par l'élimination des espaces, du temps et des préjugés. La race eurasienne négroïde du futur, similaire en apparence aux anciens Égyptiens, c'est-à-dire les esclaves, remplacera la diversité des peuples et celle des individus. Kalergi déclare également dans son livre: dans la politique mondiale, un politicien nationaliste d'Europe sera bientôt aussi ridicule que l'était autrefois le politicien de clocher. Un ancien directeur de l'OMS, Brock Chisholm, un adepte du gouvernement mondial, s'était d'ailleurs pas trompé et déroulait le même ensemble. Ce que les peuples doivent développer en tout lieu, c'est le contrôle des naissances et les mariages mixtes interraciaux, dans le but de créer une seule race dans un monde unique et dépendant d'une autorité centrale. USA Magazine, le 12 août 1955. Ainsi, il déclare que les futurs Européens ne seront plus originaires du vieux continent, mais issus de mélanges raciaux. L'homme, les hommes, ou du moins cette élite en général, souhaite en effet croiser les peuples européens avec ceux d'Asie et d'Afrique jusqu'à l'apparition d'un troupeau humain multiethnique sans qualité spécifique qu'ils considèrent plus facile à dominer pour les élites au pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'en un sens, c'est un complet anéantissement des civilisations. Donc ici, nous apercevons très bien ce que De Villiers reprend dans ces termes comme l'homme déraciné, mais il n'a pas tort. L'être peuplant l'Europe doit être sans culture, sans langue, sans histoire. En fait, tout est confondu, arraché, retranché, pour un monde unique, une race unique, une langue unique. Les communautés doivent être mélangées jusqu'à ce que plus aucune n'existe tout à fait. Michel Drac, qui est aussi un auteur conférencier, dit donc dans l'un de ses livres que finalement les Français deviendront une colonie européenne sans territoire à l'horizon de quelques années. Une forme de nouveau peuple juif étranger sur son propre sol. Alors on va donner quelques chiffres, quelques éléments de comparaison. L'Europe contient actuellement, on va dire, 300 millions d'habitants. En fait, ça dépend si on comprend tous les pays et tous les nouveaux pays. On peut aller jusqu'à 500 millions. On va dire que l'Europe solide, ancienne, elle a environ 300 millions. En janvier 2000, un rapport des Nations Unies à New York, nommé « Migration de remplacement, une solution pour les populations vieillissantes et en déclin », préconise à l'Europe d'accueillir 159 millions d'immigrés d'ici 2025. En 2015, on sait que l'Allemagne a accueilli 1 million de migrants, qu'elle en attend un nouveau million pour 2016. En fait, ils seront jusqu'à 7, avec le regroupement familial notamment. D'ailleurs, pour la première fois, le 1er janvier 2016, les vœux d'Angela Merkel étaient sous-titrés en arabe à la télévision. Et la chaîne de TV Eut a décidé désormais de présenter ses actualités avec un sous-titre arabe. Mais à qui profite ce crime ?
Et ben on l'a vu déjà précédemment. Mais il y a le journal autrichien Info Direct qui mentionne, grâce à une échappée des services secrets viennois, que les passeurs de migrants seraient principalement rémunérés par les Américains. Sur le même sujet existe le livre de Renaud Camus nommé Le Grand Remplacement. Pour l'écrivain, la crise économique, malgré son importance, est relativement secondaire, car elle cache un bouleversement historique et sans précédent. En effet, c'est vrai que des crises secouent les peuples tous les 30 ans, toutes les décennies, tous les siècles, il n'y a rien de nouveau à cela. Mais Camus est davantage soucieux de la continuité culturelle européenne que de son économie. Il ne se définit pas du tout comme un raciste, mais constate au contraire que depuis 15 siècles, le peuple français et européen est en effet une unique et même civilisation. Or, en l'espace de 50 ans, on peut quand même constater qu'il fut amené à muter si profondément dans sa culture et dans son identité qu'il disparaîtra probablement vraiment avec vitesse sous les prochaines générations. D'ailleurs, nous les appelions clandestins, ensuite sans-papiers, puis migrants, puis maintenant réfugiés, jusqu'au jour où nous ne les désignerons plus. Et en fait, c'est l'ancien peuple européen que l'on nommera avec indécence, sous un nom probablement humiliant. Le nouveau milieu de vie commun à tous dérobe les racines anciennes et abandonne ces nouveaux peuples à leur gouvernement, puisqu'ils n'ont ni histoire, ni racines, ni valeurs communes. Ils n'ont rien en commun. Sans référent, ils sont en quête d'eux-mêmes et s'adaptent à toute proposition d'identité. Le but est bien ici l'établissement d'une nouvelle tour de Babel, une seule langue, une seule race, une seule religion, une seule vision unitaire du monde. Comme le décrit très bien Kalergi, détruire la diversité des peuples et celle des individus. Alors, si vous voulez que je dresse ma conclusion, je vais vous avouer qu'elle est assez pessimiste, si je puis dire. On peut avoir quelques ressorts, mais assez peu. Alors voilà, je vais m'expliquer. Historiquement, les nations européennes n'existent pas réellement. On voit aujourd'hui un relent local autour du chauvinisme, et c'est vrai que chacun veut son indépendance. Les Corses, les Bretons, les Savoyards, j'ai reçu un article tout à l'heure de quelqu'un, et c'est vrai que ça me confirme ce que je savais déjà. Les Savoyards, par exemple, étaient longtemps considérés comme les Arabes de la France. On disait les petits Savoyards, c'était les ramoneurs de cheminée à Paris. Donc ils étaient toujours représentés avec le teint basané, représentés comme des personnes grossières, rustiques, fermées d'esprit, ce qui est un peu le cas, franchement, parce que voilà, j'y ai vécu. C'est vrai que la seule issue qu'on puisse imaginer, c'est de créer une fédération à l'image des USA pour la France, c'est-à-dire une nation fragmentée qui impérativement, on est d'accord, sort de l'Union européenne, mais une nation fragmentée par comté, par région, un peu comme des pays, qui aient chacun une indépendance et une autonomie juridique, vraiment une identité avec une entité locale qui les représente, face à une fédération française qui aurait, elle, une banque centrale publique, bien sûr, et une armée nationale, etc. Vraiment, donc, un peu à l'image des USA. Sans quoi, on va vers une dislocation, comme l'adresse Pierre Hillard, et il serait difficile de donner tort à cette élite, parce que historiquement, ils ont raison, historiquement, il n'y a pas de nation. Et il est intéressant de voir que, même si on sait que l'Espagne, c'est assez connu, il y a l'histoire, la problématique des Catalans, et en ce moment, il y a une très forte pression pour que l'Espagne se fragmente en deux. Et bon, vous voyez ce qui se passe avec la Belgique aussi. Alors c'est moins connu, mais l'Italie et l'Allemagne, parce que j'ai fréquenté des Italiens et des Allemands, il y a aussi des dialectes locaux. C'est assez moins notoire hein, que pour l'Espagne.
et pour la Belgique. La Suisse, j'en parle même pas. Mais en France, on a eu un État central qui était très fort, qui a vraiment dégagé de la scène toutes ces petites langues régionales. Mais en Italie, en Allemagne, encore aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui parlent plusieurs langues, des vieilles langues locales. Donc, vraiment, où sont les nations européennes? Si vous vous promenez en Savoie, si vous vous promenez vers Nice, vous vous sentez en Italie. Et d'ailleurs, du côté de Nice, j'étais à Antibes il n'y a pas très longtemps, vous entendez parler italien partout. Enfin, vous vous sentez pas du tout en France. C'est l'architecture des rues, le décor. On n'est pas en France, on est en Italie, quoi. Donc, quelle est l'identité de la France, mais en dehors des Pays de la Loire, qui, encore historiquement, on pourrait dire qu'ils étaient français longtemps aussi, avec les Plantagenets et toute cette dynastie anglaise. Qu'est-ce que la France? Qu'est-ce que une nation européenne en général? C'est un peu partie perdue d'avance, quelque part. Et pour en revenir à cette Europe, je voudrais citer De Villiers. Je mettrai un lien en attaché. De Villiers qui disait avoir assisté à une réunion de la trilatérale branche Europe, et finalement dans laquelle il disait que l'idée n'était pas tellement de créer une nation européenne, mais uniquement de détruire les nations européennes pour laisser une place qui puisse être un espace ouvert sur tous les marchés économiques mondiaux. Et donc on en revient à cette dislocation, et dont le but est que des petits peuples locaux n'auront pas assez de force et de défense contre cet empire qui naît. Puisque si vous avez 3, 4, 5 États forts, puissants, riches, effectivement, il est plus facile de se dresser contre une Union européenne transatlantique, une Union américaine européenne, et puis mondiale surtout, que une Savoie ou une Bretagne ou quelques Basques ou quelques Corses qui se dresseront contre et qui auront du mal à s'associer entre Corses et Savoyards et Bretons pour se dresser tous contre le gouvernement mondial. Ils n'y arriveront pas, ils s'entendront pas. Donc c'est vraiment pas évident. Pas évident de se dresser contre cet empire qui s'appuie quand même sur des racines logiques et historiques. Donc voilà. On aura l'occasion d'en reparler si on était amené à se rencontrer avec grand plaisir. À bientôt. Si cet ensemble vous a intéressé, sachez que tout est dans mon livre, L'Esprit de Vérité, disponible notamment sur Amazon. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, il y aura davantage d'informations dans les temps à venir, et notamment des conférences. Voilà, je vous remercie, à bientôt.